Le mystérieux foyer d'accueil. Hello la team Drea, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je partage avec vous le vécu d'une abonnée qui m'a contacté depuis la Côte d'Ivoire pour me raconter une partie de sa vie qui glace le sang. En effet, en 2014, elle sera orientée dans la ville de Bassam pour les études et elle séjournera dans un foyer d'accueil qui héberge les élèves qui n'ont pas de famille dans cette ville. Cependant, avec le temps, elle va rapidement se rendre compte que le foyer d'accueil en question est hanté. Vous avez bien entendu. Si vous êtes passionné des histoires paranormales, je vous invite à prendre place afin de prendre connaissance de cette nouvelle story time flippante. Let's go, c'est parti. Je suis ivoirienne et les faits qui vont suivre se sont déroulés dans la ville de Grand Bassam, précisément dans le quartier 203, non loin de la forêt de Moussou. Je venais d'être orientée dans cette ville pour mes études et je séjournais dans un foyer d'accueil. Ce foyer d'accueil recrutait uniquement les filles et les élèves qui n'avaient pas de parents à Grand Bassam. Donc nous étions sous la responsabilité d'un monsieur qui louait, en fait il s'agissait d'un grand domaine, d'une villa qui a été rebaptisée en foyer d'accueil. Donc c'était un monsieur qui louait le foyer d'accueil pour nous, les élèves qui n'avions pas de parents dans la ville de Bassam. Il était extrêmement gentil. Il nous donnait de l'argent de poche, de l'argent pour nos besoins. Et chaque mois, il nous donnait de l'argent pour les provisions, donc pour la nourriture. Bref, on ne manquait de rien grâce à lui. Tout ce que nos parents avaient à faire, c'était juste de payer notre scolarité et nos fournitures scolaires. Le reste, le gentil monsieur, il s'en chargeait. Comme il le disait lui-même, il voulait nous venir en aide. Voilà, puisque nous n'avions pas de parents dans la ville de Bassam, donc il a décidé de louer cet espace-là pour nous faciliter la tâche. Je dois souligner que j'étais très brillante, très brillante, très intelligente. On m'appelait même Drogba. Voilà, c'est une parenthèse. Donc toutes les filles en fait qui étaient recueillies dans ce foyer d'accueil-là, elles étaient aussi brillantes que moi. Voilà, elles étaient très intelligentes. Donc, avec le temps, je me suis liée d'amitié avec certaines filles. Donc, durant les premières années, tout se passait très bien. Je suis passée en classe supérieure, c'est-à-dire en classe de 5e. Ensuite, je suis passée en classe de 4e. Donc, pendant que je passais en classe de 4e, j'étais amie avec deux filles qui passaient en classe supérieure aussi. Mais elles passaient en classe de 3e. Donc, elles devaient préparer leurs examens. Elles étaient très intelligentes, tout comme moi. Mais bizarrement, aucune des deux n'avait obtenu le BEPC. Donc, parmi l'une d'entre elles, il y a une qui n'avait pas eu son examen, son BEPC. Par contre, elle avait été orientée en seconde C. Malheureusement pour l'autre, elle n'avait pas été orientée et elle n'avait pas eu son examen. Donc, il y avait une règle dans ce foyer d'accueil. Lorsque, en tant qu'élève, tu reprends une classe, tu te fais immédiatement remplacer. Je veux dire, tu te fais immédiatement renvoyer. Donc, quand tu redoubles, par exemple, quand tu dois reprendre une classe, tu retournes en famille. Donc, les deux n'avaient pas eu. Mais comme l'une d'entre elles avait été orientée, celle qui avait été orientée avait été autorisée à rentrer, à rester. Maintenant, l'autre, qui n'avait ni eu l'examen, ni eu l'orientation, a dû retourner en famille. Donc, c'est ce qui se passait. Et on a fait une remarque. La remarque que nous avions faite était que le propriétaire même du domaine, le propriétaire du foyer des jeunes, il vivait dans une petite maison avec toute sa famille. Une petite maison avec ses enfants, sa femme. La maison même était vraiment petite. Je me demandais si c'était à l'aise dans la maison. Par contre, le domaine en question, le foyer des jeunes, était tellement grand. Il y avait une grande cour, il y avait plusieurs chambres à l'intérieur, plusieurs pièces. Même le gardien du foyer d'accueil disposait vraiment d'un logement très intéressant. Pendant que le propriétaire préférait se contenter de sa petite maison. C'était tellement grand qu'il y avait des endroits même consacrés aux plantations. Donc c'est ce qui se passait. En tout cas, comme je l'avais dit, pour le moment, tout se passait bien. Et plus tard, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelques phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison. Par moments dans la journée et même souvent la nuit, on entendait des bruits qui provenaient de la cuisine. Des casséroles, des bruits des ustensiles de cuisine, comme si une personne faisait la cuisine dans la cuisine en fait. Et quand on rentrait dans la cuisine, on constatait qu'il n'y avait personne dans la cuisine. Bon, c'était des phénomènes qui m'effrayaient beaucoup. Donc vraiment, je faisais tout pour ne pas me retrouver seule dans la chambre. Je faisais tout en fait. Je me lavais en présence des autres filles.
on faisait tout ensemble parce qu'on avait tout remarqué ça. Par moments, on entendait des bruits des placards, comme si quelqu'un ouvrait les placards et puis fermait, boum, brusquement le placard. On avait trouvé ça bizarre. Et il y avait une autre chose. Le prix de la location était vraiment dérisoire. Je vous avais expliqué précédemment que le domaine était vraiment spacieux, très grand, qui disposait de plusieurs pièces. Mais le prix de la location était seulement 200 000 francs. Et le propriétaire de la maison vivait dans une toute petite maison. Donc, je vous avais parlé précédemment de l'une de mes amies qui n'avait pas eu son BEPC, par contre qui avait été orientée en classe de seconde C. Donc, elle est partie en seconde, elle a continué ses études et elle a tenté de repasser le BEPC. Malheureusement, elle avait échoué. Donc, finalement, elle aussi, elle avait été renvoyée. Donc, nous toutes, nous étions très intelligentes, nous avions de très très bonnes notes. Par contre, toutes les filles qui étaient en classe de terminale, qui étaient dans le foyer d'accueil comme moi, aucune d'entre elles n'avait eu le bac. Malgré notre intelligence, malgré vraiment, je veux dire, notre capacité à pouvoir bien comprendre les cours, malgré le fait que nous faisions partie toutes des premières, nous étions majors de nos promotions. Mais aucune des filles n'avait réussi à avoir le bac. Même le BPC. Enfin, les filles qui étaient en classe d'examen échouaient toujours. Chose bizarre malgré leur intelligence. Donc, beaucoup de filles qui étaient en classe d'examen s'étaient faites renvoyer comme ça, vu qu'elles avaient échoué en fait. Donc, c'était quand même bizarre comme phénomène. Et je tombais facilement malade là-bas. Je tombais facilement malade. Donc, bon, sur le coup, je n'ai pas fait attention. C'est plus tard que j'ai commencé à comprendre certaines choses en restant là-bas. Avec le temps, je suis arrivée au second cycle, donc en classe de seconde. Moi, j'étais très intelligente, je vous l'avais dit, donc j'ai fait la seconde C. Mais j'ai constaté une chose, j'ai constaté que mes notes chutaient. Moi qui étais très intelligente, moi qui avais les grosses moyennes, les grosses notes, mes notes avaient chuté comme pas possible. En fait, c'est comme si je me débrouillais pour juste avoir la moyenne en fait. Je n'étais plus cette élève très brillante. Comme avant, j'étais devenue... Et je n'étais pas la seule personne à expérimenter ce phénomène-là. Il y avait plein de filles qui se retrouvaient dans la même situation que moi. Plein de filles au second cycle qui avaient vraiment des notes qui avaient chuté quoi. Vraiment, on ne comprenait pas ce qui se passait malgré le fait qu'on bossait. Bref, c'était plus comme avant. J'étais plus aussi excellente, j'étais plus aussi brillante qu'avant. Donc, avec le temps, je suis arrivée en classe de terminale, en 2021 précisément. Je suis arrivée en classe de terminale. Et lorsque je suis arrivée en classe de terminale, je me suis liée d'amitié avec une fille que j'appellerai Daya. Nous étions ensemble en terminale D. Donc, on révisait ensemble. Et cette année-là, nous étions 4 filles à passer le bac dans le foyer d'accueil. Donc, parmi nous 4, nous étions 2 en terminale D. Et les 2 autres, parmi elles, il y avait une qui devait passer le bac littéraire. Donc, elle était en terminale A. Et l'autre devait passer un bac pro en cuisine. Donc, c'est comme ça qu'on étudiait. Nous étudions en fait régulièrement ensemble. On bossait comme des folles en fait. Mais je vous assure, malgré tout ça, aucune d'entre nous n'avait eu le bac. On avait tout échoué. Pourtant, on bossait dur, on comprenait très bien les cours. Je ne savais pas si c'était une sorte de malédiction. On n'arrivait pas à comprendre ce qui nous arrivait. Donc, ça nous a fait vraiment mal. Parce qu'on était intelligentes. Donc, le monsieur qui louait la maison, le foyer d'accueil, pardon, je vous avais dit que quand tu reprenais une classe, quand tu n'arrivais pas à valider une classe, tu te faisais immédiatement renvoyer, donc tu rentrais en famille. Mais bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il nous aimait particulièrement. Il a voulu nous donner une seconde chance. Donc, il nous a autorisé à rester dans le foyer d'accueil. Donc, nous, on a accepté l'offre. On l'a remercié et on s'est dit qu'on n'avait pas droit à l'erreur puisqu'on était redoublantes. Donc, on a promis de faire de notre mieux pour valider le bac cette année-là. Mais parmi nous 4, celle qui passait le bac littéraire, celle qui était en terminale A, qui avait échoué comme nous, elle a préféré rentrer en famille parce qu'elle disait qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de louche dans le foyer d'accueil. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre pourquoi toutes les filles qui étaient en classe d'examen échouaient toujours, malgré le fait qu'on était très brillantes. Donc, elle nous a dit qu'elle préfère rentrer en famille pour se concentrer, pour prier. Et là-bas, elle pense qu'elle sera mieux concentrée et elle pourra réussir son bac. Donc, elle est partie. Mais nous trois, nous sommes restés pour reprendre la classe. Et quand nous avons repris, en tout cas, on se disait qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Donc, on bossait 2 fois plus
Donc, puisque j'étais en classe de terminale D avec Daya, ça nous a beaucoup rapprochés. Je dois souligner que mon amie Daya, elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Il y a même des moments où elle tombe en transe, tout ça. Vous connaissez les chrétiens évangéliques, souvent quand ils prient, ils sont pris par l'onction du Saint-Esprit. Donc voilà, ils tombent en transe. Donc c'était un peu son genre. Donc bon, moi ça ne me dérangeait pas. Durant cette année scolaire, on avait envoyé une femme musulmane pour nous surveiller. Donc la surveillante, elle avait sa chambre à elle. Mais elle n'a pas duré. Elle nous a dit clairement qu'elle sent pas le foyer d'accueil en question. Il est trop bizarre, il y a trop de phénomènes étranges qui se produisent là. Il y a comme un esprit dans le foyer d'accueil. Mais on n'a pas vraiment cru parce qu'on ne croyait pas aux phénomènes paranormaux. Donc elle nous a dit qu'elle s'en va, elle est partie. Quand elle est partie, quelques temps après, elle a été remplacée par une autre surveillante qui occupait la chambre qu'elle occupait auparavant. Mais cette dernière, elle était chrétienne. Donc au moment où on a commencé à croire ce que l'autre disait, quelque temps après l'arrivée de la nouvelle, la surveillante chrétienne, quelque temps après son arrivée, elle va nous faire savoir qu'un soir, pendant qu'elle était couchée, elle a fini sa prière du soir, elle s'est couchée, donc elle n'aime pas dormir à la lumière. Donc elle éteint la lumière, elle met une sorte de lampe et elle dort. Donc elle nous a dit que ce soir-là, elle avait bien fermé la porte de sa chambre à clé. Elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Au milieu de la nuit, vers 3 h du matin, elle va apercevoir une femme voilée dans sa chambre, au visage rouge, venir prendre ses chaussures. Bon, bizarrement, elle dit qu'elle n'a pas eu peur. Donc, elle a ordonné à cette entité, à cette dame de déposer ses chaussures immédiatement. Et la dame aurait obéi et elle se serait, comme vous la zénisez, c'est comme si elle était passée à travers la porte et elle serait sortie de sa chambre. Donc, quand elle nous a dit ça, ça nous a fait peur maintenant. Parce que la précédente, la dame musulmane, nous avait déjà prévenu qu'il y avait comme un esprit dans le foyer d'accueil et vraiment c'était trop bizarre, elle ne pouvait pas rester là et elle serait partie. Donc quand la dame chrétienne est venue nous confirmer les faits avec ce qu'elle avait vécu, là on a commencé à avoir peur maintenant. Donc moi et ma collègue Daya, on priait. Bon, elle priait déjà, donc moi j'ai décidé de la rejoindre dans la prière. En plus on était en classe d'examen, donc on priait ensemble par moments, on étudiait ensemble parce qu'on se disait qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Bon, le temps s'est écoulé et un jour, j'étais dans la chambre, c'était un samedi. Moi, je dormais avec 2 filles. Comme il faisait très chaud, j'ai décollé mon matelas du lit. J'ai déposé mon matelas à terre, non loin du lit. Et j'avais branché mon téléphone derrière mon lit. Donc, j'avais pris le matelas que j'avais placé au sol et j'avais déposé mes chaussures en face du matelas. Donc, voilà, mon matelas même n'était pas très large. Donc, je vous avais dit que je dormais avec 2 filles. Donc, chaque soir, avant de dormir, on ferme la porte à clé. Chaque soir, on vérifie que la porte soit fermée à clé avant d'aller dormir. Donc, la nuit qui a suivi, je dormais et vers 3 h du matin, vous savez, l'homme est esprit. J'ai senti que nous n'étions pas que 3 dans la chambre. J'ai senti qu'il y avait la présence d'une autre personne dans la chambre. Et j'ai commencé à entendre des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait. Donc j'ai flippé même, j'avais peur. Je me sentais mal à l'aise. Donc moi quand je dors, j'ai tendance à mettre le drap sur mon visage. Donc comme j'avais peur, je n'osais pas retirer le drap de mon visage pour regarder, pour chercher à savoir qui était là. En plus de ce que la dame chrétienne là nous avait dit. Donc je n'osais même pas faire ça. Donc je priais intérieurement. Et là, je vais sentir quelqu'un marcher sur mon matelas. Et j'ai senti que la personne est allée se mettre au mur. Juste derrière moi, au-dessus de ma tête, pardon. J'avais tellement peur, j'ai beaucoup prié. Et quand je me suis levée le matin, j'ai constaté que mes chaussures n'étaient plus là. Donc j'ai demandé aux 2 autres filles avec qui je dormais si l'une d'entre elles n'aurait pas déplacé mes chaussures. Elles étaient confuses. Effectivement, la nuit, pendant que les faits s'étaient produits, pendant que je sentais qu'une personne marchait sur mon matelas, les filles dormaient profondément, elles ronflaient. Elles ronflaient. Donc elles m'ont confirmé, elles m'ont dit effectivement, elles dormaient profondément, donc elles n'ont rien. Elles ne se sont même pas levées pour aller uriner. Donc c'est comme ça que je leur ai expliqué ma mésaventure. Je leur ai expliqué, pendant que vous étiez en train de dormir, j'ai senti qu'il y avait une personne en plus dans la chambre. J'ai entendu quelques bruits des pas et j'ai senti quelqu'un marcher sur mon matelas et la personne allait se mettre au mur, au-dessus de ma tête. J'ai senti que la personne était, en tout cas, vers moi. Elles étaient confuses. Elles m'ont dit qu'elles ne savent pas de quoi je parle. Elles m'ont aidé même à chercher mes chaussures. Et je vous assure, mes chaussures qui étaient dans la chambre, dont la porte était verrouillée à clé, on a trouvé mes chaussures dans la cuisine. Donc, on a commencé à croire qu'il y avait un esprit dans la maison.
Donc, nous nous sommes unis, on priait ensemble. On priait ensemble. Parmi les 2 jeunes filles avec qui je dormais, ma camarade Daya faisait partie d'elle. En tout cas, elle faisait partie des filles avec qui je dormais. Quelques jours seulement, les gars, la famille, quelques jours seulement après l'incident, j'étais dans la chambre avec ma copine Daya. On parlait de tout et rien. Je me rappelle plus exactement de notre sujet de conversation, mais la meuf est tombée en transe, tout d'un coup. Moi-même, elle m'a effrayée. Donc, pendant qu'elle était en transe, elle criait et elle pleurait. Donc, ces cris ont alerté les autres filles. Elles sont toutes venues nous trouver dans la chambre. Et pendant qu'elle criait, elle pleurait. Et quand elle criait, elle disait, au-dessus de moi, il y a une femme voilée. Elle a un visage rouge. Son sourire est démoniaque. Son sourire est démoniaque. Vraiment, elle fait peur. Elle me regarde. Donc, quand elle a décrit la femme voilée au visage rouge, j'ai pensé immédiatement à la dame voilée qui était venue prendre les chaussures de la surveillante. Donc, j'ai compris que peut-être que la maison en question était hantée par une femme, je ne sais pas. Donc, on a eu peur. On a toutes commencé à prier pour elle, pour qu'elle puisse se retrouver. On priait pour elle. On demandait à Dieu vraiment de la libérer de cette entité démoniaque-là. Et Dieu merci, avec le temps, elle est redevenue normale. Quand elle est redevenue normale, moi je l'ai prise. Il y avait une église à proximité du foyer d'accueil. Nous sommes partis là-bas. Nous avons rencontré le pasteur. On lui a tout expliqué. Donc le monsieur a prié pour nous. Ça allait mieux. On lui a confié qu'on passait le bac. Il a prié pour notre bac, pour que Dieu puisse permettre qu'on puisse avoir le bac. Les amis, malgré les études, malgré les prières, malgré tout ce qu'on a fait, tous nos efforts, on a échoué encore. Personne n'avait eu le bac parmi nous. Donc, avec tout ce qui se passait, quelques temps après notre échec au bac, nous-mêmes, on savait qu'on devait rentrer. Mais quand nous sommes rentrés quelques temps après, nous avons appris que le monsieur qui payait le foyer d'accueil, qui louait le foyer d'accueil pour nous, il a décidé de toutes nous libérer. Donc, je ne sais pas ce qu'est devenu cette villa-là. Donc, quand nous sommes rentrés en famille, nous avons repris la classe de terminale pour la 3e fois. Et je vous assure, les amis, cette fois-ci, on a obtenu le bac. Et quand nous nous sommes renseignés, ma copine Daya et moi, on a appris que toutes les filles qui passaient le bac en même temps que nous, celles avec qui nous avions fait connaissance au foyer d'accueil, elles avaient toutes obtenu le bac. Donc je ne sais pas ce qui se passait dans ce foyer d'accueil-là. C'est là que nous avons compris qu'en fait, ce n'était pas de notre faute. Et il y avait peut-être une emprise maléfique dans le foyer d'accueil qui faisait que malgré tous nos efforts, on échouait à nos examens. Donc, quelques temps après avoir réussi mon bac, je me suis rendue dans une église de christianisme CS à qui j'avais expliqué un peu les faits que j'avais vécu dans le foyer des jeunes d'accueil. Bon, l'explication qu'il m'a donnée, c'était pas ce à quoi je m'attendais, ça n'avait rien à voir. Mais il nous a dit que le fait que le monsieur ait fermé brusquement le foyer d'accueil était dû à une sorte de sorcellerie parce que les gens du quartier étaient jaloux du service qu'il nous rendait. Donc, ils ont fait un peu de la sorcellerie sur lui pour qu'il nous libère. Maintenant, concernant l'histoire du foyer des jeunes, du foyer d'accueil, pardon, ça reste un mystère. Donc, je viens vers vous vraiment pour avoir vos avis, pour que vous puissiez me donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce foyer des jeunes? Est-ce que vous pensez que le foyer d'accueil était maudit? Est-ce que vous pensez qu'il y avait vraiment une emprise maléfique? L'esprit de cette femme voilée qu'on voyait, qui était-elle? Était-ce un revenant? Ça reste un mystère. C'est tout pour le témoignage de mon abonné. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le propriétaire de ce foyer d'accueil, il en savait quelque chose? Parce que je vous avais dit que le domaine était tellement immense qu'il y avait un endroit même pour les plantations. Mais lui, il préférait, au lieu d'utiliser une partie de la villa pour sa famille, il préférait se contenter de vivre dans une petite maison. Et en tout cas, le prix était dérisoire. Le prix de la location était seulement à 200 000 francs. Pourtant, il s'agissait d'une très grande villa. Donc, est-ce que vous pensez que le propriétaire, il en savait quelque chose? Quel était l'esprit de cette femme voilée? Est-ce que vous pensez que c'était un fantôme ou bien c'était une personne proche au propriétaire qui l'aurait probablement sacrifié pour obtenir la maison? Enfin, il y a plein de spéculations, il y a plein de doutes, plein de mystères autour de cette histoire. J'avais même oublié de vous dire un détail. Je vous avais expliqué qu'il y avait une partie du domaine qui était consacrée aux plantations. En fait, oui, de moringa et puis de bananes. Donc, il y avait des bananiers là-bas. Et dans les bananiers, plusieurs filles avaient aperçu des hiboux. Je vous donne un exemple. Si parmi l'une des filles, une a le malheur de tomber sur un hibou, le lendemain, on l'appelle pour lui faire savoir qu'elle a perdu un proche. C'est-à-dire que si tu tombes sur un hibou,
Le lendemain, on t'appelle pour t'annoncer que tu as perdu un membre de la famille. C'est trop bizarre. Donc, vos avis seraient les bienvenus. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.